BFM Business, le focus de Tech & Co. 21h, c'est le focus ce soir effectivement sur ce monde du vin qui se réinvente. On en parle avec deux startups d'abord, Chouette et Vitirover. Chouette représenté par Charles Nespoulos, son fondateur. Charles, bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Avec nous aussi Vitirover et son fondateur également, Arnaud de la Fouchardière. Arnaud, bienvenue. Merci, vous bonsoir. Vous n'êtes pas venu tout seul ce soir, Arnaud, vous avez une grosse bestiole devant vous là. Le robot Vitirover, effectivement, et on va en parler. On va en parler, parlons-en tout de suite, effectivement. Donc robot pour désherber, mais sans produits chimiques. Là, c'est effectivement, on s'apprête là, on veut se passer du glyphosate. Facile à dire, moins facile à faire. Mais vous dites si, on a une solution et c'est écolo. Voilà. 8 millions d'hectares de vignes dans le monde, 6 millions sont désherbés au glyphosate. Et chaque seconde, il y a 2 kilos de glyphosate qui sont balancés quelque part dans le monde. Donc c'est vraiment terrible et il fallait chercher des solutions. On en a trouvé une qui consiste à déployer des troupeaux de robots, c'est-à-dire des flottes de robots, supervisés par un gestionnaire de flotte qu'on appelle le berger de troupeaux de robots, et qui peut superviser donc 50 robots dans une centaine d'hectares à la fois, les voir travailler depuis son ordinateur et en cas de problème, prendre la main sur les robots pour faire de la petite maintenance, nettoyer les dents, débloquer un robot, etc. Et si la problématique est plus compliquée, eh bien dans ce cas-là, le berger va aller sur place et va par exemple nettoyer le panneau solaire s'il y a un pulvérisateur qui est passé et qui a mis du produit, ou va changer la batterie s'il n'y a pas... Effectivement, il est recouvert là, d'une couche... Par exemple, s'il y a ça, dans ce cas-là, il faudra nettoyer le panneau solaire puisqu'il est 100% autonome et qu'il collecte... On ne le recharge pas. On ne le recharge pas, il collecte 100% de son énergie et il fonctionne là-dessus. Donc ça fait partie des prouesses de développement en dehors de toute la dimension intelligence artificielle qui permet aux robots de couvrir 100% d'une parcelle et d'être capable de se sortir en toute autonomie de la majorité des pièges de terrain, les trous, les bosses, les pentes, les grosses ouvertes, les pieds. Pour les vignerons, vous l'avez pensé pour eux, quoi. Voilà, ça s'appelle Vitirover parce que ça a été pensé pour les vignerons, mais aujourd'hui, du coup, il faut trouver des solutions post-glyphosate dans de nombreux autres domaines. Et par exemple, eh bien, on travaille avec la SNCF qui a besoin d'entretenir les pistes des deux côtés des voies. Énorme enjeu de milliers de kilomètres, donc sur laquelle on déploie de la même manière nos robots, et aussi dans les postes de transformateurs électriques, dans lequel aujourd'hui il y a un entretien qui se fait avec du glyphosate. Voilà. Mais aussi les fermes photovoltaïques, mais aussi les bordures d'autoroutes. Donc il y a tout un enjeu. On va rester sur le vin. Si vous le voulez. On va rester sur le vin, exactement. En fait, l'enjeu, c'est de trouver des solutions post-glyphosate, c'est-à-dire de passer à une agronomie post-Monsanto. Oui, parce qu'on dit qu'il y a plein de solutions écolo et tout ça. Mais elles ne sont pas forcément efficaces. Ou industrielles en tout cas. Elles sont difficiles à industrialiser sur des centaines d'hectares. Alors que nous pouvons déployer des centaines de robots pour couvrir des milliers d'hectares, à la fois dans le vignoble et ailleurs. Chouette, c'est également, alors pas de la robotique, mais on va dire de l'IA là. C'est aussi la robotique, puisque donc Chouette, c'est une société qui existe depuis 2015, qui allie le drone et l'intelligence artificielle pour permettre en fait aux vignerons de mieux connaître l'état de santé de leur vignoble. En gros, comment ça se passe? On a développé un drone qui est simplissime d'utilisation, on le pilote juste avec un smartphone, et en fait on agit un peu en amont de Vitirover, c'est-à-dire que nous, on va, grâce au drone, le vigneron peut en 10 minutes couvrir 1 hectare de vigne, avoir un bilan extrêmement rapide de ce qui se passe dans ses vignobles et pouvoir agir plus efficacement, donc mieux connaître son vignoble, avoir du vin de meilleure qualité, savoir où traiter, donc pas forcément traiter partout mais traiter de manière un peu plus intelligente. Aujourd'hui on voit que les traitements sont faits dans la vigne de manière un peu macroscopique pour une raison simple, c'est que le vigneron n'a pas la maîtrise des zones à problème. Nous on apporte cette Qu'est-ce que vous détectez chirurgicale, des maladies sur la vigne? Des maladies par exemple, exactement. On détecte quelques maladies, un petit comme des champignons comme le mildiou par exemple. Le fameux mildiou. Exactement. Donc on fait des cartes de zonage en disant que pour permettre aux vignerons de se dire qu'en fait c'est pas la peine de traiter cette parcelle-là, on peut peut-être se concentrer sur celle-là, sur telle autre. Et comment il le repère là, votre drone, qui ressemble effectivement à un drone civil, j'allais dire un drone de loisirs. Hein. Exactement. Pas très grand, il fait je sais pas 50-60 cm. Alors un peu plus grand, c'est un drone qui fait 1 mètre, qui fait un poil plus de 2 kilos, mais effectivement il est très plat. Le drone en fait c'est la partie immergée de l'iceberg. Le drone c'est une caméra qui vole, qui est extrêmement simple. Vous c'est le soft, c'est l'intelligence qui est à l'intérieur. Et après effectivement nous c'est derrière. Vous ne pas le drone. Exactement. Enfin si, donc on conçoit le drone. En fait on a un drone qui vole 1 heure, qui permet de couvrir 5 hectares par vol. C'est quelque chose qui n'existe à peu près nulle part ailleurs, avec un prix qui est plus que modeste pour nos clients. Votre valeur ajoutée elle est quand même
dans l'intelligence. Exactement. Ouais, notre valeur ajoutée, c'est sur cette intelligence artificielle qu'on a mise en place, développée pour analyser chacune des images qui a été prise par le drone. Donc en fait, nous, on est une sorte d'œil du vigneron à 4 mètres de haut. En un clin d'œil, on est capable de voir finalement tout ce que pourrait voir le vigneron sur les images qu'on prend par le drone. Et ça, j'ai du mal à saisir quand même. Comment à 4 mètres de haut, sans effectivement risquer de cracher votre drone, vous allez pouvoir détecter et récolter cette masse d'infos que vous évoquez, mais d'ailleurs vous l'avez fait de manière succincte. C'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup d'infos, d'analyses qui peuvent être faites. En tout cas, c'est ce que vous proposez, ce que vous promettez sur votre site. Tout à fait. Comment à 4 mètres là, à distance, vous arrivez à faire tout ça? Parce que finalement, nous en fait, Chouette, on a démarré en disant que quelle était la meilleure manière de voir ce qui se passait dans les vignes. Jusqu'à présent, il y a quelque chose qui a fonctionné très bien, c'était l'œil du vigneron. On s'est dit, on va pas réinventer la roue, on va faire la même chose que le vigneron, mais vu d'un drone. On se rend compte qu'en fait, en regardant des images vidéo, on voit énormément de choses. Le problème pour le vigneron, c'est d'avoir en fait cette information exhaustive, localisée, et de pouvoir avoir une traçabilité de ce qui se passe. Nous, on propose ça de manière complètement automatisée et rapide. Si c'est trop sec, l'hydrométrie, tout ça, vous la mesurez, vous savez que... Aujourd'hui, non, on travaille exclusivement avec les images qui sont prises par le drone. On a des images visibles, des images proches infrarouges. Donc là, par contre, le vigneron a plus de mal à voir en proche infrarouge, enfin, en tout cas, ce que je sais. Mais néanmoins, avec déjà ces images qu'on récupère, on a énormément d'informations exploitées. On a à peu près 8 algorithmes, 8 analyses qui sont disponibles. On sait qu'on pourra en faire beaucoup d'autres dans les prochaines années. Vous promettez aussi de réduire les produits chimiques, les intrants, comme on dit maintenant, de 10 à 20%. Parce que quoi? Parce qu'effectivement, comme vous disiez au début, c'est traité de manière macro. Là, on traite tout parce que, dans le doute, on balance. Et puis voilà. Après, la quantité de réduction, ce sera pas à nous c'est pas à nous de proposer des chiffres de réduction. Ça, c'est plutôt aux vignerons de le faire. Nous, on va apporter une conséquence de l'utilisation de votre solution. Exactement, c'est ça. On se rend compte très vite qu'il y a des variabilités énormes à l'intérieur même d'une parcelle ou à l'intérieur de différentes parcelles d'un vignoble. Aujourd'hui, sans ce type de technologie, il est assez difficile de pouvoir se rendre compte de ces variabilités. Donc, pour éviter d'avoir une perte complète d'une récolte, on traite par principe de précaution, ce qui paraît complètement logique. Avec ces nouvelles technologies qu'on met en place, comme Chouette, ça lui permettra en fait d'avoir cette vision plus précise et de pouvoir du coup travailler plus efficacement dans ses vignes. Bon, Vitirover, Arnaud, pourquoi vous avez pensé à ça là, au début? Pourquoi vous avez dit tiens, je vais attaquer le monde du vin? Alors j'ai un associé qui est dans le monde de la vigne par sa famille. Sa famille a un vignoble à Saint-Émilion, il s'appelle Xavier David Beaulieu et ça s'appelle Château Coutette, donc depuis plusieurs générations. On sera avec un autre château dans un instant. Voilà. Et donc c'est en rentrant dans ce vignoble qui est géré par son frère qu'il s'est tout d'un coup posé la question de l'énorme décalage entre le gigantisme des matériels destinés à la vigne, les tracteurs, les pulvérisateurs, etc., et la fragilité d'un pied de vigne. Et du coup, il s'est dit qu'il fallait, dans une logique biomimétique, remplacer des très gros engins par une multitude de petits, qui ne prenaient jamais le risque de blesser ou de couper un pied de vigne, ce qui est un des grands enjeux. Voilà, c'est un grand risque. Pour ceux qui vous écoutent en radio, je décris votre robot. Ça ressemble en gros, on va dire, à une petite voiture d'enfant, là, les gamins qui ont 2 ans, qu'on met dans les petites voitures mignonnettes, là. On coupe le dessus, ça fait un toit plat et sur lequel on trouve donc vos panneaux solaires. Exactement. Mais oui, il n'y a aucun risque, j'imagine qu'il est donc bardé de capteurs, il n'y a aucun risque qu'ils viennent sectionner ou abîmer un pied de vigne. Aucun, exactement, aucun, parce qu'il est très lent, il pèse 20 kilos et il se balade à 200 mètres à l'heure. Et donc en permanence, il va au contact avec les pieds de vigne, puisque l'enjeu de la concurrence de l'herbe et de la vigne, c'est au pied du pied de vigne, c'est pas entre les rangs. Entre les rangs, c'est facile de passer un coup de gyrobroyeur. Le grand enjeu, c'est sous le rang. Et donc cet engin va passer 80% de son temps sous le rang, à entretenir l'herbe au plus près du pied de vigne, là où est la véritable concurrence. Et j'ajouterais que nous sommes complémentaires au fond avec le drone de Chouette, que je trouve magnifique. C'est que en fait, lui a une vision de 4 mètres de haut et nous, on a une vision par en dessous. Et dans ce robot qui fait le travail le plus trivial qui soit, qui consiste à couper de l'herbe, eh bien, on ajoute des capteurs ici qui sont des caméras et qui permettent de la même manière de faire un certain nombre de lectures à l'intérieur du vignoble. Et le grand enjeu aujourd'hui dans le vignoble, si on achète ou qu'on vend un vignoble aujourd'hui, on achète ou on vend 2 choses, un stock et un terroir.
eh bien c'est évident que le véritable équilibre serait d'avoir un troisième pôle qui sont les datas du vignoble. Et tout ce qui peut permettre de mieux connaître son vignoble, si possible pied par pied, plutôt que par massif ou par propriété ou par parcelle, pied par pied, ce qui ne peut d'ailleurs se faire qu'avec des drones ou avec des robots, est un plus formidable pour trouver des solutions techno, des solutions 2, 3, 4.0 pour diminuer les intrants ou pour mieux les spatialiser, c'est comme ça qu'ils disent, c'est-à-dire balancer au fond sur des zones beaucoup plus petites. Là où il y a besoin. Ou de manière plus préventive. Voilà. Donc le jour où on aura toutes ces informations sur un pied de vigne, eh bien on pourra effectivement optimiser beaucoup ce travail et diminuer les intrants. Et Arnaud, quand vous dites désherber, parce que les petites, je sais pas comment vous appelez ça, c'est des ciseaux devant là, c'est des. Oui, tout à fait, des gyrobroyeurs. Elles baissent parce qu'on est à 10 cm de hauteur. Oui. Elles peuvent aller plus Elles ras, peuvent aller de 4 à 10 cm de haut en fonction de la problématique, et c'est en fait le berger, ce gestionnaire. Vous ne cherchez pas de l'herbe, vous cherchez des mauvaises herbes, quoi. Ah non, on cherche l'herbe. Non, en fait, l'herbe uniquement. Exactement. Vous savez, depuis toujours l'agriculture, c'est mon associé qui dit ça tout le temps, mais c'est vrai. Ouais. Depuis toujours l'agriculture, consiste à tuer la mauvaise herbe pour que la plante principale puisse pousser. On a commencé à le faire avec une arère, avec un homme, ensuite avec des bœufs, ensuite avec des chevaux, ensuite avec des tracteurs. Mais la logique est toujours restée la même. Donc tuer l'herbe ou maintenir l'herbe qui empêche la plante principale de bien pousser. Eh bien nous apportons une nouvelle solution. Depuis 50 ans, ça a été fait avec Monsanto. C'est dingue. Quand on pense au respect de la planète, au respect de l'homme, c'est absolument dingue que c'était fait avec du glyphosate. Eh bien nous apportons une solution post-Monsanto qui permet d'inventer une nouvelle agronomie qui est cohérente avec cette logique écologique, économique et simple pour le viticulteur. Bon, vous dites on peut détecter l'apparition donc du mildiou, de maladies là sur les pieds de vigne. Charles, donc avec Chouette, est-ce que demain on pourra faire du préventif grâce à vos drones en disant tiens là ça va, mais si on fait rien dans les 48 heures, ça ira moins bien. Alors pas uniquement avec les images, avec comme l'a très bien dit Arnaud, des notions en fait de data, construire un historique avec le vignoble, on pourrait potentiellement effectivement être capable de comprendre la dynamique d'un vignoble et d'avoir des idées de prévoyance sur l'état du vignoble et savoir en amont comment agir. Les agriculteurs généralement sont très bons, ils sont très techno depuis très longtemps, ils nous ont pas attendu, ça fait 20-30 ans. Absolument. Est-ce que c'est pareil pour la vigne? Est-ce que là aussi on utilise les machines, la data, la météo, tout? Alors aujourd'hui, le vigneron utilise beaucoup la météo, les outils de prédiction météo sont beaucoup utilisés, néanmoins ces outils sont précis à l'échelle d'une appellation, donc quelques dizaines de kilomètres. Le problème c'est que la vigne est une culture très, très fragile et à 100 mètres de distance d'une parcelle, il peut y avoir des orage de grêle, oui. Exactement. Peu importe que ce soit à 50 km, on veut savoir si ça va tomber. Exactement. Et la clé, en fait, c'est de concilier cette information macroscopique, cette information microscopique et de construire un historique. Je veux dire, j'aime bien ce que disait Arnaud tout à l'heure quand il parlait de la data. Aujourd'hui, dans le monde viticole, peut-être agricole en général, on manque quand même cruellement de data pour connaître un historique de ce qui se passe dans la vigne. Pas plus tard que tout à l'heure, j'ai un client qui m'appelle parce qu'il voulait faire un bilan pour un vignoble qu'un de ses clients voudrait potentiellement acheter. Pourquoi ? Parce que cette information n'existe pas. Et aujourd'hui, on a beaucoup à gagner, à accumuler, à connaître le fonctionnement de la vigne, sachant qu'on parle beaucoup du phénomène de réchauffement climatique. C'est quelque chose qui touche beaucoup le monde viticole. Aujourd'hui, le climat, finalement, un exemple, le climat anglais, par exemple, est l'équivalent du climat champenois d'il y a une vingtaine d'années. Donc aujourd'hui, en fait, la vigne évolue beaucoup et on manque en fait de recul pour comprendre cette dynamique et pour pouvoir agir en fonction. Merci à tous les deux. Dans un instant, on sera avec un entrepreneur de Saint-Émilion et une jeune femme là, qui a tout plaqué récemment pour se lancer dans le développement durable et dans ce monde également du vin, du respect aussi de la planète. On sera donc avec ces deux jeunes gens dans un instant, Flavien Pommier et Julie Davico-Parrain, courte peau. Donc dans un instant, merci à vous deux, messieurs, Chouette et Vitirover, représentés respectivement par Charles Nespoulos et Arnaud de la Fouchardière. À très bientôt. 21h15, courte pause. On revient dans un instant donc avec ces startups qui s'attaque maintenant au marché du vin pour le moderniser et le pérenniser. À tout de suite. BFM Business et 01net.com présentent Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Poineau. De
Deux startups effectivement, toujours sur cette thématique du vin. Comment donc moderniser ce monde de la viniculture, de la viticulture. On en parle avec Ombrea, sa cofondatrice Julie Davico-Parrain. Julie, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci. Ancienne journaliste qui a tout plaqué un jour pour décider effectivement de se mettre là sur le changement climatique, sur ce monde aussi de l'agriculture, de la viniculture. Flavien Pommier aussi avec nous pendant ce petit quart d'heure, entrepreneur à Saint-Émilion. Flavien, bienvenue. Bonsoir. Alors oui, c'est pas commun, vous aussi, votre famille, propriétaire d'un domaine depuis des dizaines d'années, donc dans le Bordelais, Saint-Émilion, Château Darius, c'est le nom. Tout à fait, Château Darius. Donc c'est un grand cru. Il n'y en a pas tellement. Enfin, il y en a quelques-uns, mais en France, bon, vous êtes minoritaire en proportion, on va le dire. Et votre grand-mère, donc, il y a quelques temps, vous confie la gestion du domaine en disant tiens, Flavien, c'est toi qui vas t'en occuper. Et donc vous avez pris tout ce qui marchait bien. Mais vous essayez de vous mettre à la page là, 2018. C'est ça. En fait, concrètement, ce que j'ai envie de faire au sein de Château Darius, c'est que je suis parti à un constat simple suite à un voyage que j'ai fait à Napa Valley, en Californie. C'est que je pense qu'en France, on a un super vin. On a, je pense, le meilleur vin. Et en fait, vous n'êtes pas sûr? Si, j'en suis sûr. Et en fait, aux Californiens, sinon ils vont pas vous laisser. Justement, en fait, ce qu'on voulait faire, c'est moi, je suis parti du constat qu'on a un super vin dont on est fier en France, qui représente vraiment le patrimoine français à l'international, et on a raison d'en être fier. Mais je trouve ça dommage qu'on mise que sur le produit, sur le vin en lui-même, et pas assez sur la communication. Et lors d'un voyage, parce que la concurrence maintenant est féroce, quoi. C'est ça, exactement. Et lors d'un voyage que j'ai fait donc en Californie, à Napa Valley, je me suis rendu compte qu'ils misaient énormément sur les réseaux sociaux, énormément sur la technologie de manière générale, et je trouve ça dommage qu'on fasse pas ça assez à Saint-Émilion. Même sur leur domaine, il y en a plein qui accueillent des touristes et tout ça. C'est vraiment devenu des. Ouais. Du coup, moi, je mise principalement sur les réseaux sociaux, sur Instagram principalement. Page Facebook, évidemment. Page Facebook également, mais plus Instagram depuis que en fait Facebook a racheté Instagram. On voit clairement que Facebook. Comme les Bleus, vous c'est Insta, vous faites des stories sur Instagram. C'est Insta 100%. C'est Team Insta. Il n'y a pas à parler sur ça. Bon, alors Julie, donc on est ravis de vous avoir, Flavien. Julie, je disais, donc vous avez tout plaqué il y a pas très longtemps. Vous étiez journaliste, donc vous êtes passé par des grandes maisons, Radio France, La Croix, RFI, enfin plein d'autres. Et puis, donc, on décide de tout plaquer pour se lancer dans le vin, dans le développement durable. Pourquoi? C'est quoi le truc là? C'est parti d'une histoire de famille, un peu comme Flavien aussi. Moi, je me suis associée avec mon père, qui est agriculteur de métier. Lui, ça fait 30 ans qu'il travaille donc, dans les champs. Et il a fait face, comme un grand nombre de ses confrères, à un problème qui est évidemment que faisons-nous face aux effets du changement climatique sur nos cultures? Conséquences désastreuses entre la sécheresse, les gelées de printemps, la grêle. Aujourd'hui, les agriculteurs ont du mal à se projeter dans leur activité. Donc, on a imaginé un système qui puisse leur permettre de continuer à travailler malgré les effets du changement climatique. Bon, et du coup, c'est quoi les solutions que vous proposez là avec Ombrea, parce que c'est le nom de votre boîte, vous voulez aider là, les cultures à se protéger de ces aléas. Facile à dire, un peu plus compliqué à organiser là. Compliqué, mais avec de la détermination et aussi une très bonne connaissance du milieu agricole, c'est pas si complexe que ça. En fait, nous, on développe un système d'ombrière intelligente, donc ça va être un système qui s'installe au-dessus de la vigne, par exemple. Oui. Et l'idée, ça va être un système qui va s'ouvrir et se refermer de façon à moduler l'ombrage au sol. Et en fait, en modulant l'ombre au sol, on va pouvoir recréer un climat idéal et adapté à ce dont la plante a besoin. Donc en fait, on va recréer toutes les conditions optimum de développement pour chaque culture et on va aussi les protéger de tout ce qui est gelée, grêle, etc. Sécheresse aussi, pour la vigne, c'est extrêmement important. Petit exemple, aujourd'hui, nous, dans le sud-est notamment, les viticulteurs ont de grosses problématiques, notamment sur le sucre, en raison justement d'un ensoleillement qui est trop important. Donc nous, on va pouvoir pallier ce phénomène-là et retarder notamment les vendanges, contenir le taux d'alcool dans justement nos vins, et on va pouvoir régler tous ces paramètres-là avec des ombrières qui fonctionnent, ça je ne l'ai pas dit, avec de l'intelligence artificielle pour optimiser leur fonctionnement. Donc elles sont reliées évidemment entre elles, il y a des serveurs, je vois qu'aussi il y a des panneaux solaires sur le dessus, donc vous produisez de l'énergie. Alors ça c'est une option. C'est une option que l'on propose aux exploitants qui souhaitent alimenter leur ferme en énergie verte. Parce que nous on se positionne clairement, c'est le thème de cette émission, sur l'agriculture de demain, la viticulture de demain. Et nous, on a imaginé un système qui fonctionnerait en circuit fermé intelligent. Donc à la fois une production localisée qui va être préservée. Donc nous, on a vocation à garder les typologies de culture telles qu'on les connaît depuis des décennies et continuer à les produire malgré le changement climatique. Et qui fonctionne aussi avec de l'énergie verte qui va pouvoir alimenter les coopératives, les fermes, les maisons aussi des exploitants qui vivent sur leurs parcelles.
Typiquement, ça c'est un produit qui peut s'exporter. Il y a plein de pays où il y a trop de soleil en fait. Évidemment. En tout cas, il est mal réparti. Oui, alors voilà. vous parlez de soleil aujourd'hui, donc nous, c'est un des paramètres en fait sur lequel on va travailler, ce n'est pas le seul. Donc oui, on va pouvoir aller sur des pays méditerranéens qui sont très fortement impactés par toutes ces problématiques de sécheresse, l'Afrique subsaharienne aussi sur certaines typologies de culture, mais on va pouvoir aussi exporter dans des pays un peu plus frais, un petit peu plus froids, qui subissent de grosses problématiques climatiques, notamment sur de la grêle ou sur des gelées notamment, et je pense à l'Europe du Nord sur ces problématiques. Oui, parce que contre la pluie, en fait, vous n'y pouvez rien, c'est-à-dire que ça ne va pas récolter. Si. Mais la pluie, elle va aller où, l'eau? Alors justement, on la récolter. On a mis au point un système qui va récupérer les eaux de pluie. D'accord. Donc en fait, sur la vigne, c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on va pouvoir drainer, on va pouvoir maîtriser justement ce surplus d'eau, le stocker et pouvoir le réutiliser après de façon intelligente en période de fort stress hydrique. C'est assez capitalistique là votre histoire parce qu'il y a beaucoup de. Enfin, vous adressez plusieurs problèmes en même temps. Oui, mais c'est complet justement. Oui. Aujourd'hui, comme je vous disais, on est face à des agriculteurs qui n'arrivent pas à pérenniser leur exploitation parce qu'ils sont inquiets, ils ne savent justement pas se projeter. Nous, notre objectif, ça va être de les aider, de les accompagner dans l'augmentation de leur rendement, mais aussi de se sécuriser, c'est-à-dire de leur dire aujourd'hui, il peut arriver effectivement des phénomènes climatiques extrêmement compliqués et durs à gérer pour vous, mais on va pouvoir les anticiper et les pallier lorsqu'ils arriveront. Bon, Flavien, rassurez-moi là avec donc Château Darius, c'est pas voilà, les Instagram, les stories, tout ça c'est super, mais derrière qu'est-ce que vous vendez, enfin qu'est-ce que vous proposez de plus par rapport à ce que votre famille a fait pendant des dizaines d'années et notamment pour développer le business, voilà, pour vendre plus aux US, en Europe, en Asie. Clairement, je vais vous rassurer. Déjà ça c'est la première chose, je vais vraiment vous rassurer. Nous, ce qu'on va faire au sein de Château Darius, c'est en fait, je pense qu'on peut parler d'un véritable choc intergénérationnel. On va essayer de prendre le meilleur de l'ancienne génération, donc directement de la génération de mes grands-parents, qui ont un savoir-faire et une expertise dans le domaine du vin depuis de très nombreuses années. Et ils vendaient à qui, eux? Ils vendaient leur réseau, c'était qui? Principalement en France. D'accord. Et dans quel réseau de distribution c'était qui? C'était des négociants qui étaient direct dans le Bordelais ou voilà. Et en fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est jumeler ça avec ma génération à moi, mon expertise à moi et mon savoir-faire à moi qui est principalement lié aux réseaux sociaux. Donc en fait, on va essayer clairement de prendre le meilleur de l'ancienne génération et le jumeler avec le meilleur de la nouvelle génération et essayer de créer un truc assez sympa, c'est-à-dire qu'on va avoir du Saint-Émilion Grand Cru un petit peu partout dans le monde. Donc par exemple, on a effectué des cuvées spéciales et on va pas se limiter, c'est-à-dire que dès qu'on voit que c'est un petit peu du sens et que les cuvées qu'on réalise nous permettent d'avoir de la visibilité auprès de personnes qu'on n'aurait pas forcément pu atteindre. Voilà, on a fait des partenariats par exemple avec des discothèques à Tokyo, lors du Festival de Cannes plus récemment. On va vraiment pas se limiter. Notre but, c'est vraiment avoir une visibilité énorme. Et pour avoir cette visibilité, il y a deux choses à prendre en compte. La première chose, c'est le contenu. Et la deuxième chose, c'est la communication. Le contenu, pour ça, dès le début, j'ai collaboré avec des professionnels d'Instagram. J'appelle ça des Instagram muggles. C'est les big boss d'Instagram. Personnellement, je ne me revendique pas comme étant un professionnel d'Instagram. Eux le sont. J'ai un ami qui s'appelle Farouk Sarmad qui travaille au sein, en fait, qui a créé un compte Instagram qui s'appelle Good Life. Je crois que c'est 1,5 million d'abonnés, 50 millions d'impressions par mois. C'est un des big boss d'Instagram. Je lui fais confiance à 100% sur ça. Ça veut dire que lui, en fait, il va prendre... Les fameux influenceurs, hein, c'est ça, il va prendre les photos que je lui envoie et il a un réseau par derrière assez exceptionnel. Il est suivi par les plus grands, DJ Khaled, Conor McGregor, pour ne citer que. Et ces gens-là, c'est parce qu'ils vous connaissent, c'est parce qu'ils... Alors ça, c'est mon réseau personnel. Parce qu'ils sont payés. Alors Farouk, c'est différent. C'est votre réseau, ok. Et d'ailleurs, juste un truc, on le rappelle, au cœur de ce focus donc dédié au vin, viticulture, viniculture, on danse pour la discothèque sans modération, mais le vin, c'est toujours... Bien sûr, évidemment. Mais est-ce que justement par rapport à... Alors là, vous me citez les canaux de communication, mais est-ce que vous vous sentez challengé par les nouvelles plateformes, enfin nouvelles type Amazon? Est-ce que c'est vrai que maintenant on a une expérience utilisateur qui est très efficace? Moi, si je veux un grand cru, j'en sais rien, je suis mercredi soir. Si je veux un grand cru pour ma fête avec mes amis vendredi soir, samedi, est-ce que vous êtes en mesure de me livrer en 24-48 heures? Alors justement, la solution que j'ai trouvée pour pas justement être en concurrence avec ces plateformes, c'est de travailler avec eux. C'est pour ça que Call App, par exemple, qui est une livraison d'alcool 24/24 comme Uber Eats, en fait, ça marche sur le même principe. D'accord. Ou Caviste Authentique qui livre en 48 heures des bouteilles de vin. Je travaille avec eux. Caviste Authentique, vous dites? Caviste Authentique. Ouais. Voilà, c'est Mathieu Corradini, un entrepreneur également qui recense les cavistes en ligne. Je travaille avec eux, c'est-à-dire que nos vins seront présents sur leur plateforme. Après, ce qui est important, c'est vraiment le contenu. Et ils ont du stock ou on vient de chez vous? Ils ont du stock. Du stock, ouais. Et après, ce qui est important, c'est le contenu. Pour avoir du contenu sur Instagram, c'est vraiment important d'avoir du contenu de qualité et du contenu qui vend. Et pour avoir du contenu qui vend, donc comme je vous disais,
je vais y travailler, je vais collaborer avec des services de conciergerie de luxe qui soient soit basés à Londres, comme Elevate & More, qui est une des plus grandes conciergeries à Londres, Inclusive, qui est basé entre Miami et Paris et New York et LA. On va travailler avec eux, également avec des agences d'immobilier, de real estate, comme Kevin Sacco Real Estate. Tout ça, ça va nous permettre en fait d'avoir un contenu que je vais même pas avoir besoin moi-même de créer ou de générer. C'est directement ces personnes-là qui ont des bouteilles de Château Darius et qui vont générer ce contenu eux-mêmes. Donc si vous voulez, je vais pas dire que je suis dans mon lit et que je m'occupe de rien et qu'ils s'occupent de tout, mais c'est en mettant en place en fait un espèce d'écosystème d'entrepreneurs et de personnes qui sont amenées à pouvoir nous aider sur ce type de communication, que petit à petit, en basant des pions et en mettant des pions à gauche et à droite, on va réussir à créer quelque chose d'assez consistant. Julie, avec Ombrea là, et vos solutions pour protéger les cultures, et notamment donc les vignes, est-ce que quand vous allez au contact de ces agriculteurs, est-ce qu'ils ont conscience de ce que vous faites, de ce que faisaient les robots qui avaient avant vous, robots qui désherbent, les drones qui analysent aussi toutes ces parcelles? Est-ce qu'ils en ont conscience? Est-ce qu'ils sont prêts aussi à tester, à faire des POC, des proof of concept avec vous? Alors, au-delà d'être très à l'écoute, ils attendaient depuis très longtemps ce genre de nouvelles technologies. Parce qu'en fait, nous, en tout cas, des retours que nous avons eus, et ça concerne vraiment l'ensemble de la robotique aujourd'hui dans les startups de l'agritech, on constate sur le terrain des agriculteurs qui nous disent « Oui, c'est formidable de pouvoir maîtriser enfin ce qui va se passer sur nos parcelles. D'avoir ces outils justement de monitoring aussi, avec tous ces jeux de capteurs, de savoir ce qui se passe en temps réel, de façon très précise sur un espace donné, des informations qui étaient très compliquées pour eux. Justement, ils avaient du mal à avoir accès à ces informations-là. Donc je pense qu'on peut même parler d'une démocratisation d'accès à la donnée justement sur ces milieux agricoles. Et c'est des coûts accessibles quand un agriculteur avec une parcelle modeste, on va dire, c'est des choses... Alors c'est une dimension qui est essentielle, parce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui on va accompagner les agriculteurs justement pour produire mieux et plus longtemps en leur disant vous ne pouvez pas vous l'offrir. Donc c'est pour cette raison aussi que l'on propose en option de financement le photovoltaïque nous concernant. L'idée, ça va être d'avoir l'énergie qui va être autoconsommée par l'exploitant ou redistribuée aussi à son voisinage, c'est possible aujourd'hui. Et donc, ces circuits courts en énergie vont pouvoir couvrir les mensualités du crédit d'achat du système. Nous, c'est là-dessus que se fonde justement notre modèle économique. Ça s'appelle Ombrea. Le mot de la fin, Flavien, si vous voulez, sur Château Darius. Alors, déjà... Parce que vous êtes jeune, hein, pour ceux qui vous écoutent à la radio. J'ai 24 ans. Vous avez 24 ans, ouais. Et Julie, 25 ans, donc c'est... Un petit peu plus. Le mot de la fin, écoutez, moi j'ai eu la chance au sein de Château Darius de vivre une expérience superbe. C'est-à-dire que vraiment Instagram, on se rend compte qu'il n'y a pas de limite. J'ai reçu de l'aide d'Emmanuel Macron, on a été contacté par des magazines comme Forbes, tout ça grâce à Instagram. Et je pense que ce qui est important, surtout pour les gens qui nous regardent, je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, ou en tout cas des personnes qui seront dans l'optique d'entreprendre, c'est que moi le seul conseil que je donnerais, c'est quand on veut entreprendre, c'est pas forcément vouloir créer une société, créer une compagnie, avoir un chiffre d'affaires, etc. C'est plus réfléchir à l'histoire qu'on veut marquer. Moi je pense que, et j'ai vraiment la chance, c'est ça ce qui me rend heureux, c'est que je pense que je suis en train de créer une histoire avec mes grands-parents au sein de Château Darius, parce que c'est l'histoire de notre famille, c'est l'histoire de Château Darius. Et je pense que pour les personnes, ce serait important de savoir quelle histoire est-ce qu'ils ont envie de marquer dans le livre qu'est la vie. C'est tout simplement, moi ce que je pense vraiment, c'est il faut d'abord partir d'une histoire, d'un projet, d'un rêve, et ensuite aboutir à ses fins en montant éventuellement une start-up ou une entreprise par la suite. Parfois on parle d'une plage blanche, ou parfois comme vous effectivement on peut nous transmettre cette aventure, et voilà. Merci mille fois Flavien Pommier donc avec nous ce soir. Ça s'appelle Château Darius, le grand cru que votre grand-mère votre grand-mère vous a donné la gestion il y a pas longtemps. C'est quoi, il y a 1 an ou 2? Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Et donc ce soir Ombrea avec nous, la start-up sur les aléas climatiques, Julie Davico, Pain sur BFM Business. Courte pause, 21h30 dans un instant, on va reparler de cette amende, grosse amende contre Google qui évidemment va faire appel contre l'Union européenne comme souvent. À tout de suite.